de fin d'études. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bienvenue dans Demain l'Europe, émission spéciale où France Info reçoit les têtes de liste françaises pour les élections européennes. Pendant une heure, on va parler d'Europe avec Agathe Lambré. Nous vous interrogerons sur l'actualité et sur votre projet européen. Vous ferez face ensuite aux questions de deux confrères de la presse européenne. Pour les médias belges, Adeline Percept, correspondante pour la RTBF. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Pour la Suède, bonjour. Magnus Falkehed, grand reporter pour le quotidien Aftonbladet. Bonjour Magnus. Et à la fin de l'émission, Renaud Dely, éditorialiste à France Info, reviendra sur ce qu'il a interpellé pour éventuellement vous demander des précisions. Alors voilà pour le programme, mais avant, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou peu, Raphaël Glucksmann, qui êtes-vous? Votre portrait par Victoria Coussa du service politique de France Info. Il y a 5 ans, personne ne pariait un copec sur lui, sur vous, Raphaël Glucksmann. C'est cash, mais dans la bouche d'un socialiste de premier plan, la phrase résume le chemin parcouru en l'espace d'un mandat au Parlement européen. Et quel chemin, d'après vos proches? Fini les débats catastrophiques, comme dit l'un d'eux de 2019. Vous êtes devenu, d'après lui, un homme politique. Vous, le fondateur du micro-parti Place Publique, allié au PS, compagnon de la journaliste Léa Salamé. C'est un combat emblématique contre l'esclavage des Ouïghours en Chine qui vous propulse. De 3 000, vous passez à 800 000 abonnés sur Instagram, 3 fois plus que Gabriel Attal. Et voilà aujourd'hui les intentions de vote qui décollent jusqu'à 13% dans l'une des enquêtes, loin devant les autres à gauche. À 44 ans, vous vous vantez de stresser tout le monde en menant une campagne pro-Europe, pro-Ukraine, contre le régime russe de Vladimir Poutine, votre éternel combat. Les macronistes craignent le social-démocrate que vous êtes. Les insoumis et les écolos s'inquiètent de votre stratégie de représenter le vote utile, mais il y a aussi ces critiques de vos détracteurs, votre parcours sinueux. Au départ libéral, présent à un meeting de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, puis soutien 10 ans après du socialiste Benoît Hamon. Votre proximité également avec l'ex-président géorgien Saakashvili, jugé autoritaire, que vous avez conseillé. Et puis votre profil, fils du philosophe André Glucksmann, beau quartier parisien, belles écoles, un procès en déconnexion, votre ennemi dans cette campagne où vous espérez créer la surprise, faire beaucoup mieux que les 6% d'il y a 5 ans, 6,19% pour être précise. Victoria Coussa du service politique de France Info. Raphaël Glucksmann, donc en 2007, vous étiez donc présent au meeting de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous incarnez la gauche, vous prétendez incarner la relève à gauche. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette évolution? Non, j'étais pas présent au meeting de Sarkozy pour soutenir Sarkozy, mais pour écrire un livre sur mai 68, qui était l'objet des cibles. La cible de Nicolas Sarkozy et qui a donné lieu à un livre qui défendait l'héritage de 1968 face aux attaques menées par Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais pas engagé en politique, mais par contre, j'ai expliqué comment mes convictions, qui étaient des convictions philosophiques libérales, parce que moi, j'ai été éduqués par les grands textes des philosophes libéraux, eh bien, se sont heurtés à la crise de la dette, à ce qui s'est passé en Grèce et ont ébranlé mes convictions. J'ai écrit 2 livres, en fait, pour expliquer justement ce passage du libéralisme philosophique à la prise de conscience de l'aporie. Donc c'est une évolution dans votre cheminement intellectuel? Et vous savez, les gens évoluent. Oui, quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas nécessairement les mêmes convictions que quand vous avez 35 ou 40 ans, et même maintenant 44 ans. Vous n'avez pas voté Nicolas Sarkozy à l'époque? Mais non, mais en fait, ce que je vois bien les attaques. C'est-à-dire que les attaques sont toutes ciblées sur les déclarations que j'aurais pu faire quand j'avais 25 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut tout à fait expliquer comment on a pu croire dans les années 2000 à ce monde qui s'ouvrait, à cette globalisation, et comment on a pu se rendre compte, comment j'ai pu me rendre compte à quel point ce mythe que la Terre était plate et que finalement l'ouverture des marchés conduirait à une croissance planétaire, eh bien ce mythe a conduit à la désindustrialisation, a conduit à l'affaiblissement des contrats sociaux dans nos nations et a conduit finalement à la catastrophe écologique. Et donc cette aporie du libéralisme, moi je l'ai expérimenté puisque j'en viens philosophiquement. Donc vous n'avez pas voté pour Nicolas Sarkozy en 2007. Et non seulement cela, mais en plus j'ai jamais été engagé. J'ai vu tous les papiers qui ont été faits là-dessus. Bon. La France, mauvais élève de l'Europe s'agissant du déficit, cherche économie désespérément. Bruno Le Maire est prêt à un nouvel impôt sur les plus hauts revenus, mais à condition que cet impôt soit au niveau européen et international. Est-ce que l'intention est suffisante selon vous? L'intention n'est pas suffisante, d'autant plus que le gouvernement français a tenté plus que d'édulcorer
toutes les initiatives de la Commission européenne pour une taxation sur les superprofits. Moi, c'est ma collègue Aurore Lalucq qui, au Parlement européen, a mené le combat pour cette taxation sur les superprofits à l'échelle européenne. Donc oui, il faut taxer à l'échelle européenne, mais non, le gouvernement français n'a jamais été allant sur cette question et a même été plutôt un facteur bloquant. Et donc, vous voulez taxer les superprofits, mais pas les plus hauts revenus. Attendez. Et donc, nous avons, lancé une initiative citoyenne européenne. C'est-à-dire que nous avons lancé une initiative qui doit collecter 1 million de signatures, une sorte de RIC européen, qui doit permettre justement d'imposer une taxation sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen. Parce que ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que les multimillionnaires et les milliardaires, eh bien, payent un taux d'imposition réel qui s'approche en réalité de 0,5%. Et qu'il faut impérativement faire en sorte que ces multimillionnaires et ces milliardaires, eh bien, contribuent à la transition écologique. Et ils vont pas quitter l'Europe, ils vont pas s'exiler si vous faites ça ? Non, ils n'iront pas à Dubaï. Ils n'iront pas à Dubaï, comme dit Madame Ayé. Et je vais vous surprendre, il y a des millionnaires qui soutiennent notre initiative et qui sont même les co-signataires de cette initiative. Et donc là, on est en train de collecter des signatures partout en Europe, avec nos amis allemands, avec nos amis italiens. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas simplement de rétablir l'ISF en France, c'est d'avoir un impôt à l'échelle du continent européen. Et c'est comme cela, non seulement qu'on va rétablir le sens de la justice dans nos sociétés, et c'est aussi comme cela qu'on va abonder des ressources propres de l'Union européenne. Si on veut que l'Union européenne investisse dans la transition écologique, si on veut que l'Union européenne investisse dans des projets sociaux, eh bien, il faut qu'il y ait un budget européen. Et cela, personne n'en parle. Et nous pensons, avec des fiscalistes comme Gabriel Zucman, qui ont travaillé sur la question, eh bien, que cet impôt-là peut rapporter jusqu'à 200 milliards d'euros au budget européen. Et donc, on aura enfin une capacité budgétaire européenne pour financer des projets d'intérêt général. Mais sur quelle assiette, à partir de quel niveau de revenu ou de patrimoine? On est riche à partir de quel niveau? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le pêcheur de l'île de Ré. On a focalisé justement sur les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire que ne seront concernés que des multimillionnaires et des milliardaires. L'assiette, elle doit encore être discutée. Il faut déjà qu'on obtienne le million de signatures pour qu'ensuite la Commission européenne, en interaction avec le Parlement, discute de l'assiette. Mais on va y arriver. On va faire ensemble en sorte que l'Union européenne porte cet impôt sur les plus hauts patrimoines dans un moment où, en fait, on n'est pas du tout dans un moment anodin de l'histoire. On est face à la perspective de l'effondrement climatique et on sait qu'on a besoin d'investissements massifs. Et vous dites que cet impôt servira à lever des fonds pour la transition, Raphaël Glucksmann. Mais juste, vous parlez aussi de rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune en France. À partir de combien on est riche selon vous ? Non, justement, je parle de le faire à l'échelle européenne. Mais vous avez aussi parlé de l'ISF. Oui, pas au niveau français, uniquement au niveau européen. C'est pas simplement en France qu'il faut le faire. Il faut le porter à l'échelle européenne. Ça ne vous aura pas échappé de toute façon que là, le débat qui va nous occuper pendant les semaines et les mois qui viennent, c'est un débat européen. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, l'Europe peut être un vecteur de progrès social, que l'Europe peut être un vecteur de justice, qu'on n'est pas condamné à des politiques néolibérales à la tête de la Commission européenne. Et d'ailleurs, on l'a vu dernièrement. Qui propose une extension des droits sociaux en ce moment? Ce ne sont pas les gouvernements nationaux, c'est la Commission européenne. Par exemple, sur la directive sur les travailleurs des plateformes. On va en parler, Raphaël Glucksmann, mais juste un mot, pardon. Vous avez dit récemment que vous vous sentiez plus proche de la France insoumise sur la question de la fiscalité des plus riches. C'était sur BFM TV. Les insoumis, eux, au-delà de 400 000 euros par an, ils veulent quasiment tout prendre avec un taux d'imposition à 90%. Je répondais à une question qui m'était posée et qui me dit « Oui, mais sur l'Ukraine, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon. » Et je répondais « Oui, indéniablement. Et sur la question de la justice fiscale ou de la justice sociale, eh bien, je me sens plus proche de l'inverse. Et donc, vous voulez annuler la dette comme Jean-Luc Mélenchon parce que non. C'est pas très grave, comme disait Adrien. Je n'ai jamais dit que la dette n'était pas grave. Par contre, ce que je dis, c'est que quand on cherche de l'argent, eh bien, le fait que le gouvernement français ait comme première cible l'assurance chômage et le fait d'aller taper les droits des chômeurs, eh bien, ce n'est pas juste et ce n'est pas efficace. Et que quand on a des super profits qui sont en train de battre tous les records dans les grands groupes du CAC 40, quand chaque année, en fait, on a un record de dividendes versés, eh bien, il me semble que l'argent à aller chercher, il est beaucoup plus de ce côté-là que du côté du fait de renier les droits des chômeurs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez voté contre l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande? Oui, j'ai voté contre l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, contre l'accord de libre-échange avec le Vietnam, contre l'accord de libre-échange avec le Chili.
sur la Nouvelle-Zélande, par l'écrasante majorité de votre groupe au Parlement européen, a voté en faveur de cet accord. Comme l'écrasante majorité du groupe des Verts, et c'est un grand débat que nous avons au sein de nos groupes, effectivement, sur la question du libre-échange. Et nous avons dit deux choses. Eh bien, tant qu'on n'aura pas des mesures miroirs, il faut un moratoire sur ces accords de libre-échange, c'est-à-dire que tant qu'on n'imposera pas aux productions qui rentrent en Europe les mêmes normes qu'on impose à nos producteurs. Et deuxièmement, eh bien qu'il faut une exception agriculturelle, c'est-à-dire qu'il faut protéger nos producteurs agricoles. Quand on impose des normes fortes à nos propres productions, eh bien laisser rentrer en masse des produits qui ne respectent pas les mêmes normes dans la production ou dans l'élevage, c'est pas du tout sauver la planète, c'est tuer nos producteurs. Mais Raphaël Glucksmann, donc vous demandez, en fait vous espérez que votre groupe au Parlement européen, les sociodémocrates, passe devant la droite aux européennes, donc vous demandez à vos électeurs de donner de la force à un groupe qui ne défend pas les mêmes choses que vous. Alors, de donner de la force à un groupe qui défend la taxation sur les superprofits, à un groupe qui défend l'impôt sur la fortune. Mais qui est pour les accords de libre-échange. Et un groupe qui se divise sur les accords de libre-échange comme d'autres groupes qui se divisent sur les accords de libre-échange comme d'autres groupes. Et nous sommes en train de faire basculer les majorités au sein du groupe social-démocrate. Quand on prend par exemple la question du Mercosur, eh bien aujourd'hui, nous avons constitué un groupe à l'intérieur de ce groupe social-démocrate qui va l'emporter, qui va faire en sorte qu'on abandonne le Mercosur. Et en fait, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en nous donnant des voix, en nous donnant de la puissance, eh bien, on va opérer la bascule de la social-démocratie européenne vers une remise en cause du logiciel. Typiquement, le Mercosur, même Emmanuel Macron au Brésil. On va mettre en place un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne. Nous, ce que nous proposons, c'est la mise en place, par exemple, d'un Buy European Act, de réserver les marchés publics européens, puisque la commande publique, c'est le bras armé de la puissance publique en économie, de réserver les commandes publiques européennes aux productions européennes. Ce que nous proposons, c'est un Made in Europe. Le CETA ne doit pas s'appliquer, Raphaël Glucksmann. Pardon ? Le CETA ne doit pas s'appliquer. Valérie Ayé a dit qu'il pourrait peut-être s'appliquer, même si après le Sénat, l'Assemblée le rejetait. C'est un immense déni de démocratie. Il y a une majorité écrasante du Sénat qui s'est prononcée. Il y aura une majorité, j'en suis convaincu, à l'Assemblée nationale qui s'opposera au CETA. Et il faut comprendre que cette religion du libre-échange, on parlait tout à l'heure de mes réflexions philosophiques sur la question du libéralisme, que cette religion du libre-échange, elle n'a pas simplement conduit à l'impasse et à l'aporie écologique, mais elle a aussi démantelé nos productions et que, en réalité, ce mythe que la Terre est plate et que plus on échange, plus il y a un enrichissement mutuel, il n'a pas bénéficié à nos sociétés. Il a au contraire conduit à la désindustrialisation, à la multiplication des délocalisations, à la concurrence déloyale, et que c'est simplement un sentiment de justice qu'il faut rétablir. Quand vous imposez des normes à vos producteurs, eh bien vous ne devez laisser rentrer sur votre marché que des produits qui respectent ces mêmes normes, sinon ça s'appelle de la concurrence déloyale et vous mettez à mal votre production. Je vous arrête là, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste et Place Publique pour les Européennes. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions d'Agathe Lambré et de nos journalistes européens. Mais pour l'heure, c'est l'heure du Fil Info avec Mathilde Romagnan. Il est 8h45 sur France Info. Suspension jusqu'au début des vacances d'avril des messageries des ENT, les espaces numériques de travail dans les collèges et les lycées. Ces plateformes sont visées par des piratages un peu partout en France. Depuis une semaine, des messages de menaces d'attentats ont été envoyés. Des renforts militaires et policiers viendront de l'étranger pour sécuriser les JO de Paris. Les besoins sont énormes pendant cette période selon le ministère des Armées et la France est en alerte maximale face à la menace d'attentat. Il faut 2200 agents supplémentaires pour compléter les effectifs. L'enquête pour viol et agression sexuelle visant Jean Lassalle a été classée sans suite. C'est une information France Bleu Béarn Bigorre. Jean Lassalle, tête de la liste Alliance Rurale aux élections européennes, s'est dit soulagé. 2 départements sont aujourd'hui en vigilance orange pour vent violent, le Rhône et la Loire. La ville de Saint-Étienne décide de fermer ses parcs, cimetières et enceintes sportives. Des rafales allant jusqu'à 110 km/h sont attendues. France Info. Demain l'Europe. Agathe Lambré, Jean-Rémy Baudot. Avec Raphaël Glucksmann, aujourd'hui tête de liste socialiste et Place Publique aux européennes. C'est au tour de Magnus Falkehed pour la Suède, grand reporter pour le quotidien Aftonbladet, de vous interroger sur la guerre en Ukraine. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. En effet, donc, les 2 dernières années, j'ai beaucoup voyagé le long du front en Ukraine, donc je suis très heureux de vous poser quelques questions là-dessus. Et pour commencer, comme les mots ont quand même un sens, vous avez beaucoup parlé d'entrer en économie de guerre.
qu'est-ce que c'est exactement pour vous? Quelle voilure est-ce que ça doit prendre? Laissons tomber les théories et les abstractions. C'est fondé sur un simple fait. Ce qui est demandé des sociétés européennes et des nations européennes, eh bien, c'est d'équiper militairement la résistance ukrainienne. Or, depuis 2 ans, nous n'avons pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, la France s'enorgueillit, à travers la voix de son ministre de la Défense, de fournir 3000 obus par mois au front ukrainien, alors que les Russes tirent 20 000 obus par jour. Oui, mais économie de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est relancer notre production. C'est relancer notre production et imposer la priorisation des productions pour le front ukrainien. Aujourd'hui, nous avons une situation où on continue à exporter des armes vers l'Arabie Saoudite, vers le Qatar, vers les Émirats Arabes Unis, alors même que nous ne sommes pas capables de livrer à la résistance ukrainienne, qui est pourtant la première ligne de défense de la sécurité européenne. On fait avec les usines existantes. Alors, ce n'est augmentation. On ne parle pas de nationalisation, de réquisition. On parle de priorisation, ce que les Européens ne font pas. De réquisition, de fait? Ça peut conduire à des réquisitions. Nationalisation? Ça peut conduire à des nationalisations, mais au départ, c'est la priorisation. Ça veut dire qu'on fixe un cap. La puissance publique contracte des contrats à long terme, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, avec les industries de la défense européenne. Et elle doit le faire, cette puissance publique, à l'échelle du continent européen. Et c'est cela l'enjeu. Vous savez, la Commission européenne s'est transformée en centrale d'achat au moment des vaccins. C'est-à-dire qu'on a mutualisé nos capacités d'acheter pour pouvoir avoir des vaccins. Et il faut faire la même chose. De combien? Un nouvel emprunt européen pour acheter des armes? Alors, les estimations actuelles, c'est 100 milliards dont on aurait besoin pour réellement commencer à être sérieux sur la production. Et donc, il faut non seulement une mutualisation, un emprunt, mais il faut aussi une centralisation des commandes. Il faut des contrats européens à long terme, à moyen et long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... De ces 100 milliards, il y aura à peu près 30 milliards à la louche, je dirais, qui iraient aux États-Unis, à l'industrie d'armement. Eh bien, justement pas. Avec une priorisation des productions européennes. Et c'est cela ce qu'on défend au Parlement. Une préférence européenne. Un grand débat sur les embryons de textes qui sont déjà là sur cette question. Et nous nous sommes battus au Parlement européen pour qu'il y ait une priorité donnée aux productions européennes, pour pas que ça finance l'industrie de l'armement aux États-Unis. Et la deuxième chose qui se passe dans une économie de guerre, c'est qu'en fait, on restaure les solidarités au sein de nos nations et au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça que la taxation sur les super-profits, c'est-à-dire sur les profits de guerre, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'un super-profit? Moi, j'ai vu qu'un ministre de l'économie avait des doutes sur la définition d'un super-profit. C'est extrêmement clair en économie, un super-profit. Un super-profit, c'est un profit qui n'est fondé sur aucun gain de compétitivité, sur aucune explication rationnelle autre que la situation géopolitique générale. Et donc, c'est un profit de guerre. Et donc, cette taxation des super-profits de guerre, cette taxation des plus hauts patrimoines, ça rentre dans le cadre d'un mécanisme d'autodéfense de nos nations. Les démocraties, à chaque fois qu'elles sont confrontées à une situation de guerre, ont mis en place ces mécanismes de solidarité. Que ce soit Roosevelt aux États-Unis ou la création de la NHS en Angleterre ou le programme du Conseil national de la résistance, c'était à la fois dans une situation de guerre. Il faut qu'il y ait aussi des armes en Europe pour pouvoir les acheter. Les pays de l'Union doivent-ils remonter leur PIB, enfin augmenter le pourcentage de leur PIB consacré à la défense, passer de 2 à 3%? C'est ce qui est déjà en train d'être fait au moment où on se parle, simplement c'est fait 27 fois. C'est-à-dire que chaque nation va augmenter de son côté ses investissements dans l'industrie de la défense. Et nous, ce qu'on veut, c'est centraliser ces investissements pour pas qu'il y ait de doublons, pour pas qu'il y ait de gabegie et pour qu'il y ait une efficacité. Justement, parlons de cette gabegie et les doublons que vous dites. Déjà au mois de janvier, on a appris qu'il y avait à peu près une commande de 100 000 grenades en Ukraine qui s'est évaporé quelque part dans la corruption, dans les poches d'un certain nombre d'Ukrainiens corrompus. Si. Non, il y a des problèmes, mais dans tous les rapports qu'on reçoit, ces problèmes sont extrêmement minimes. Et ce qui explique la pénurie sur le front ukrainien, c'est pas la disparition des envois. Donc pour vous, il n'y a pas de problème de Je viens de dire qu'il y avait des problèmes et qu'il y a des problèmes de corruption. Mais ce que je vous dis, c'est que ce qui explique la pénurie sur le front, et il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des reculs de l'armée ukrainienne? Pourquoi est-ce qu'il y a des avancées russes? C'est parce que quand les Russes tirent 20 obus, les Ukrainiens en tirent 1 ou 2.
et que cela ne repose pas sur la disparition des armes qui sont envoyées, qui sont très limitées et très minimes selon tous les rapports qu'on reçoit, mais cela repose sur une chose, c'est que nous n'avons pas, nous, réussi à mettre nos industries en ordre de marche pour qu'on puisse livrer suffisamment. Et ça fait 2 ans, parce que même au Parlement européen, ça fait 2 ans qu'on alerte sur le risque de pénurie. Ça fait 2 ans que M. Breton à la Commission européenne fait le tour des capitales en expliquant attention, on va avoir un immense problème. Est-ce qu'on est assez exigeant avec les Ukrainiens face à ces problèmes de corruption? Il y a quand même une demande, même dans les tranchées en Ukraine, il y a une demande de la part des soldats qui sont là, qui se trouvent avec rien à envoyer en retour. Et qui constatent des petites et des grandes corruptions ou des passe-droits. Je dis pas que c'est un grand problème. D'accord. Non, moi, ce que je dis... même si c'est limité. La question, c'est est-ce qu'il faut être plus exigeant? Est-ce qu'il faut parfois taper le poing sur la table dans les discussions avec Kiev? Il faut être exigeant, mais il faut aussi être exigeant avec soi-même. Je veux dire, on a perdu un temps fou. On a perdu 6 mois de débat en Europe pour savoir si on devait ou pas livrer des tanks. On a perdu 6 mois ensuite de débat en Europe pour savoir si on devait livrer des missiles à moyenne et longue portée. On a perdu et on continue à perdre des mois et des mois de débat sur les avions. Peut-être parce que c'est pas si simple et que la lecture que nous avons aujourd'hui était différente il y a 2 ans. Et moi, j'ai toujours eu la même lecture. Déjà, ça fait 20 ans que j'essaye d'alerter des dirigeants européens qui n'ont absolument rien compris à la menace que représentait le régime de Vladimir Poutine sur le fait que ça mettait en danger cette politique russe expansionniste. Nos pays, pas simplement la Géorgie, pas simplement l'Ukraine, mais nos pays européens. Et que la guerre que menait Poutine, elle nous visait directement. Moi, j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences pendant tout mon mandat. Et je peux vous dire que quand les cyberattaques russes visent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, ça ne se passe pas en Ukraine, ce sont les patients français et les médecins français qui sont visés. Quand les milices Wagner prennent pour cible nos soldats en Afrique, ce ne sont pas des soldats ukrainiens qui sont pris pour cible, ce sont les soldats français. Quand nos dirigeants sont corrompus par l'argent russe, ça se passe chez nous. Quand nos réseaux sociaux sont manipulés par les fermatrolls russes, qui visent à déstabiliser nos pays. Dans ce nous, l'Union européenne, est-ce qu'il faut inclure l'Ukraine là-dedans? Est-ce que vous avez peur ou non des déséquilibres économiques, voire politiques? Est-ce que c'est juste une mauvaise posture ou est-ce qu'il y a un réel problème là? Il faut intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, pour l'Ukraine et pour l'Union européenne. Mais cela ne se fera pas en 2 minutes. C'est un processus long où l'Ukraine doit se réformer, doit intégrer ce qu'on appelle l'acquis communautaire sur les questions de corruption, d'oligarchie, sur les questions d'état de droit, mais aussi sur les questions de normes de production. Et de l'autre côté, l'Union européenne elle-même doit se réformer. Si on intègre l'Ukraine, ça ne se fera pas, par exemple, la politique agricole commune constante. Il faut réformer la PAC. Il faut aussi réformer nos institutions, nos processus de décision. Mais vous savez quoi? Les réformes qui sont rendues nécessaires par l'élargissement et par l'intégration de l'Ukraine et la réunification du continent européen, ces réformes, elles sont de toute façon nécessaires. La politique agricole commune telle qu'elle existe aujourd'hui est de toute façon injuste et non viable et anti-écologique. Et 80% des subventions de cette politique agricole commune vont à 20% des exploitations. Pourquoi? Parce que les subventions sont fondées sur l'hectare et la production et pas sur l'emploi et l'utilité écologique. Nous portons une réforme de la politique agricole commune qui permettra une intégration de l'Ukraine sans douleur pour nos agriculteurs. Et donc les réformes que nous devons faire pour intégrer l'Ukraine, de toute façon, nous devons les faire. On retient le sans douleur. Mais sur l'Ukraine toujours. Néanmoins, reste en Ukraine. Oui, c'est vrai que j'ai fait un tour de bras à Kiev en ce moment, y compris aussi parce qu'ils ont besoin de plus d'hommes sur le front. Donc, ils sont en train de durcir maintenant les lois de mobilisation. Et on voit qu'il y a des Ukrainiens hommes qui quittent le pays à la nage ou en achetant des documents, etc. Potentiellement, hypothétiquement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Ukrainiens qui auront fui l'Ukraine? Est-ce qu'il faut les renvoyer dans les tranchées ou est-ce qu'il faut les laisser ici comme les autres Ukrainiens? Tous les faits que vous donnez sont vrais. Mais sur la corruption, sur la fuite face à la mobilisation, mais tous ces faits sont extrêmement mineurs par rapport à la mobilisation de la société ukrainienne. Et moi, à chaque fois que j'ai été en Ukraine, j'ai été stupéfait par une chose. C'est l'élan de patriotisme qui a gagné la société ukrainienne. C'est le fait que des gens, des amis à moi,
qui étaient DJ, qui étaient chercheurs, qui étaient mécaniciens, eh bien, se sont engagés et sont partis sur le front. Et donc, cette résistance ukrainienne, la résistance de tout un peuple, elle ne peut pas être réduite avec des cas spécifiques de gens qui refusent la mobilisation. Ce qui est absolument fascinant depuis le 24 février 2022, c'est justement cette résilience de la société ukrainienne. C'est le fait, puisqu'on en parlait, vous avez dit des séries de lois, le fait qu'en pleine guerre, alors que l'Ukraine doit faire face à un envahisseur infiniment plus puissant qu'elle, eh bien, à la Rada, au Parlement ukrainien, on continue à passer des réformes justement sur la question de la désoligarchisation de l'économie ukrainienne, qu'on continue à passer des lois d'égalité, par exemple sur le mariage pour tous, et que finalement il y a un débat vibrant dans la société ukrainienne. Et moi, ce que je veux retenir de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est finalement cette leçon qui est donnée au monde d'attachement aux principes constitutifs de l'Union européenne. Et à un moment où nous, dans nos sociétés, on doute des principes Magnus, parce que le temps passe. Une question sur les propos du président. Inspiré par ce que nous donne comme exemple les Ukrainiens. Je rappelle que le droit n'est pas nécessairement faible, que l'Europe ne rime pas nécessairement avec l'impuissance et que la démocratie ne signifie pas nécessairement la faiblesse. En attendant, les lignes risquent de s'effondrer en ce moment même et les Russes avancent et ils sont complètement épuisés sur le front. Donc, dans quelle hypothèse est-ce que la France pourrait être amenée à envoyer des troupes sur le sol ou à s'impliquer directement dans ce conflit? Est-ce qu'on parle d'un siège de Kiev? Est-ce qu'on parle dans quelle situation donc? Rapidement. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne nous demandent pas du tout d'envoyer des troupes. Donc c'est un débat qui est purement hypothétique. Ce qu'ils nous demandent, c'est enfin de leur livrer le matériel qui leur permettra de résister. Oui, mais les choses peuvent basculer. C'est de saisir les 206 milliards russes d'avoirs publics russes qui sont actuellement gelés dans nos banques et que Paris et Berlin refusent de saisir jusqu'à aujourd'hui. C'est de rendre nos sanctions enfin efficaces pour qu'on puisse ne plus financer la guerre de Poutine à travers nos importations, mais là je parle aux Françaises et aux Français, d'uranium enrichi à travers le fait que Total soit le principal importateur pas de ligne rouge, disons. Mondial. La ligne rouge, la seule ligne rouge que je fixe depuis le début de cette guerre, c'est pas de confrontation militaire directe entre les armées occidentales et l'armée russe. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire l'aide à la résistance ukrainienne, nous devons faire infiniment plus que nous l'avons fait aujourd'hui, pas par solidarité envers un peuple qui se bat pour sa liberté, mais pour nous-mêmes, parce que c'est notre sécurité, c'est notre souveraineté qui est en jeu en Europe. Raphaël Glucksmann, notre ligne rouge, c'est l'heure qui tourne. On se retrouve dans un instant. Vous êtes tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique pour les Européennes. Merci beaucoup Magnus pour cette partie de l'interview. On se retrouve dans un instant sur France Info. Bonjour à tous. À la une ce vendredi, les chiffres de l'inflation qui viennent d'être diffusés, plus 2,3% sur un an au mois de mars. Une inflation qui ralentit en France après une hausse de 3% en février. C'est ce que donnent les données provisoires de l'INSEE qui invoquent un ralentissement de la hausse des prix de l'alimentation, des services, du tabac, de l'énergie et des produits manufacturés. Dans le reste de l'actualité, un rassemblement a lieu ce matin devant le lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris en soutien à son ancien proviseur qui a démissionné cette semaine pour des raisons de sécurité, on le rappelle. Il était la cible de menaces de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Si vous êtes professeur, parent ou élève, ne soyez pas surpris si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre ENT ce matin. L'ENT, c'est votre espace numérique de travail. Les messageries, en effet, ont été suspendues à titre préventif. Décision de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, après la succession de piratages et de menaces d'attentats visant des établissements scolaires. Je vous propose d'écouter Marina Ferrari, secrétaire d'État au numérique. Elle était sur notre plateau hier. Je crois que c'est une mesure de protection qui s'imposait dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Ça empêchera justement des entrants de venir nous pousser des messages comme ça a été le cas et qui sont de nature à traumatiser les enfants. Moi, je voulais apporter mon soutien à la communauté éducative et aux parents également, puisque c'est une période qui a été très trouble pour eux. Je crois que cette mesure, elle s'imposait. Elle va nous permettre de conduire tous les audits de sécurité nécessaires, de réinitialiser les mots de passe et de sécuriser derrière à nouveau ces espaces ces messageries des espaces de travail numérique.
En ce week-end de Pâques où les églises seront très fréquentées, les autorités se préparent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de déployer des forces de l'ordre devant toutes les églises catholiques et les temples protestants. Un homme dangereux et qui ne reconnaît rien, ce sont les mots de l'avocat général hier au procès de celui que l'on appelle le violeur de Tinder. Une condamnation à 19 ans de réclusion criminelle a été requise hier devant la cour criminelle de Paris à l'encontre de Salim Berrada, accusé de viol ou agression sexuelle par 19 femmes. Voilà, restez sur France Info. Tout de suite, vous retrouvez votre rendez-vous demain l'Europe, la suite de l'émission, avec pour invité cette semaine Raphaël Glucksmann. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain matin pour la matinale week-end de France Info. Demain l'Europe. Retour sur le plateau de Demain l'Europe avec vous, Raphaël Glucksmann. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 9h30. Je passe la parole à Adeline Percept, qui est correspondante pour la RTBF à Paris. Bonjour. Il a fallu plus de 3 ans de négociations pour que les Européens se mettent enfin d'accord sur le pacte asile et migration. On est dans la phase finale. Les textes sont ratifiés par vous, les députés européens. Ce paquet de mesures prévoit entre autres la solidarité des États pour répartir les migrants, mais aussi le filtrage des personnes aux portes de l'Europe. Je voulais savoir, votre groupe parlementaire soutient ce pacte, mais vous, Monsieur Glucksmann, comment allez-vous voter en particulier le 10 avril prochain à Bruxelles sur le filtrage des migrants aux portes de l'Europe? Je vais voter contre. C'est un paquet législatif et il y a 5 textes plus 4 textes complémentaires. Je vais voter contre la majorité des textes. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que vous venez d'annoncer, eh bien, ce texte qui était censé répondre au chaos des politiques migratoires européennes impose le filtrage, impose des mesures répressives à l'entrée. C'est un compromis. C'est un texte de compromis entre la droite, la gauche, le centre. Non, mais par contre, n'impose absolument pas la solidarité et une politique migratoire commune. L'enjeu, c'était de sortir du chaos créé par ce qu'on appelle Dublin. C'est-à-dire un système d'accueil qui fait peser l'ensemble du poids sur les pays d'entrée, l'Italie et la Grèce. Eh bien, la solidarité dont vous parlez, elle n'est pas apportée par ce pacte parce que nous avons cédé face à Viktor Orban, parce que nous avons cédé à l'échelle européenne face au régime hongrois. Et que, en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de répartition prévue par le pacte. On peut, par exemple, quand on est Viktor Orban, décider que sa contribution à la solidarité européenne, c'est de financer des barbelés autour de la Hongrie et non pas d'accueillir des demandeurs d'asile. Vous voulez que tous les pays européens accueillent plus de migrants? Pour vous, il n'y a pas assez d'immigration, il faut accueillir encore plus? C'est pas accueillir plus, c'est comprendre que c'est un enjeu européen et que donc quand on rentre dans le système d'asile européen, eh bien les gens ne veulent pas aller en Italie ou en Grèce, ils veulent aller en Europe et que donc c'est les nations européennes qui doivent de manière conjointe assumer cela et donc répartir, oui, les demandeurs d'asile entre les différentes nations européennes. Sinon, ce que vous avez, eh bien, c'est le chaos en Italie et en Grèce. Mais pour vous, il ne faut pas filtrer, il faut pas dire aux gens qui n'ont quasiment aucune chance de se voir donner l'asile, de rentrer quand même. Enfin. Alors déjà, il faut respecter les conventions internationales, c'est-à-dire qu'on a le droit de demander l'asile, mais que, par ailleurs, le texte, en l'occurrence, prévoit, par exemple, que quand vous êtes dans une situation de crise, eh bien, il faut avoir 50% d'acceptation selon sa nationalité pour pouvoir rentrer dans le système de demande classique. Eh bien, cela, c'est pas possible parce qu'en fait, ça nie totalement la demande individuelle et que d'autre part, ça conduirait à des situations absolument contraires aux engagements des pays européens. Et par ailleurs, ce qu'on nous avait vendu et ce qui a été tué par Orban et le Conseil européen, puisque moi j'étais tout à fait d'accord avec le compromis qui avait été trouvé au Parlement européen. Mais ce qui a été tué par le Conseil européen, c'est cette idée de politique migratoire commune européenne. Et en réalité, ce pacte, je vais vous le dire, dans 3 ans, on aura à nouveau une discussion et à nouveau un pacte parce qu'on n'aura toujours pas construit la politique migratoire européenne. Vous avez déjà dit, il faut aussi créer des voies d'immigration légales. Alors, comment
très concrètement, comment vous faites? Et c'est encore ce qui est raté dans ce pacte. Est-ce qu'il faut plus de hotspots, ces centres d'enregistrement de première demande? Il faut des voies d'immigration légale. Mais comment? C'est la première des choses déjà, c'est qu'il faut sauver les gens qui meurent en mer Méditerranée, parce que tout le monde s'est habitué au fait que notre mer soit devenue un cimetière, et là, il n'y a pas un mot dessus dans ce pacte. Il faut relancer les opérations de sauvetage. Ensuite, il faut des voies légales d'immigration. Pourquoi? Pour une raison très simple. Pour pouvoir créer des migrations pendulaires qui sont légales. Et nos économies ont besoin... Mais aujourd'hui, c'est fait en accords bilatéraux. Et il faut que ce soit fait à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on identifie nos besoins d'une manière profondément réaliste. Mais donc il y aurait des quotas? Mais on identifie nos besoins, des quotas pas en fonction des nationalités, des quotas en fonction des besoins des économies européennes. Donc il y aurait ce que veulent les entreprises. Des immigrations de travail. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Madame Meloni a battu les estrades en expliquant qu'elle allait installer un blocus en mer Méditerranée, qu'elle allait installer l'immigration zéro. Elle avait en gros le même projet que Jordan Bardella et toutes les extrêmes droites européennes. Elle arrive au pouvoir et elle se rend compte, mais il faut avoir le courage de le dire, que sans immigration, l'Italie s'effondre. Il faut avoir le courage de le dire. Je sais que c'est pas populaire aujourd'hui de dire une chose pareille, mais en fait, ce mythe des murs absolus et de l'immigration zéro, c'est pas simplement des morts en Méditerranée, c'est la mort de nos sociétés. Juste d'un mot. Très concrètement, parce qu'en fait, on a créé un statut juste de réfugié climatique, comme le demandent les Insoumis, rapidement. Il faut prendre en compte la crise climatique dans les demandes d'asile. Donc il faut créer un statut spécifique. Il faut un angle pour les réfugiés climatiques. C'est un statut spécifique. Il faut un angle que ce soit pris en compte. Mais au-delà de ça, moi, je veux revenir sur l'idée que j'étais en train de développer justement, parce que vous m'avez dit comment vous faites. Oui, c'est la question d'Adeline. Eh bien, vous avez des capacités à délivrer des visas. Aujourd'hui, en fait, par peur politique, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème d'intégration, que donc il y a une révolte qui parcourt l'Europe et une affirmation de l'extrême droite sur cette question-là. Eh bien, on n'assume pas. On n'assume pas, mais c'est pas moi qui le dis, c'est même Ursula von der Leyen qui le dit quand elle va à Lampedusa. On n'assume pas une possibilité simple d'offrir des visas pour les travailleurs qui pourraient venir, des visas pendulaires. Et ce qu'on a noté, ce que les chercheurs ont noté, c'est pas des vues de l'esprit d'ONG, eh bien, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, quand vous avez la capacité de faire des allers-retours avec votre pays d'origine, vous vous installez infiniment moins de manière définitive en Europe. Et que donc, non seulement c'est notre besoin, ensuite, ça permet finalement une venue sûre, pas sur les canaux qui se noient en Méditerranée, et ça correspond encore une fois à la nécessité. C'est pas un discours idéaliste, c'est un discours fondé sur le réel. Simplement, aujourd'hui, ce discours-là, eh bien, il est catégorisé a priori comme impopulaire, et donc plus personne ne le porte. Nouvelle question. On a mieux compris. Quand les personnes sont aujourd'hui déboutées de l'asile, les États n'arrivent souvent pas à les renvoyer dans leur pays d'origine. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a eu ce récent partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie. La Tunisie s'engageant notamment à réadmettre les Tunisiens sans papier. Vous êtes contre cet accord? Non, je suis contre cet accord pour une raison très simple. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. Contre cet accord pour une raison très simple. Qu'est-ce que vous proposez pour les déboutés de l'asile? C'est une externalisation de notre politique migratoire. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à la tête de la commission spéciale sur les ingérences sur cette externalisation de nos politiques migratoires et sur les vulnérabilités qu'elles créent pour notre propre sécurité. En réalité, on se met dans les mains, par exemple, de monsieur Erdogan en Turquie, en externalisant notre politique migratoire. Mais qu'est-ce que vous lui donnez un moyen de pression sur nous permanent. Et donc, sur la question des déboutés, quand vous êtes débouté du droit d'asile et que vous n'avez pas, par ailleurs, un autre droit, un titre de séjour, parce qu'il n'y a pas que le droit d'asile, il y a un autre titre de séjour que vous pouvez demander, eh bien, pour faire appliquer ces OQTF, il faut un accord à l'échelle européenne entre les pays de provenance et l'Union européenne qui comprendra deux choses, la réadmission et l'octroi de visas, justement. C'est dans une négociation globale qu'il faut intégrer cette question des réadmissions, l'octroi de visas pendulaires, multi-entrées, pour les travailleurs qui trouveront un travail
dans l'Union européenne. Je vous posais cette question parce que sur le terrain, notamment en France, on sait que 100 000 personnes sans abri sont en fait des gens qui sont dans les circuits de la demande d'asile. Beaucoup sont aussi, et on le voit, des dublinés, des gens qui se sont déjà vus refuser l'asile dans un autre pays européen, qui atterrissent à Paris, qui atterrissent à Calais. Quelles mesures précises est-ce que vous proposez au niveau européen pour les accueillir dignement, mais aussi pour éviter les errements dans toute l'Europe et cette misère qui se déplace? Voilà, vous avez donné toutes les réponses, dans vos questions, toutes les raisons pour lesquelles je ne peux pas voter ce pacte asile-immigration, parce qu'il était censé répondre précisément à cela. Et or, ce qu'il faut pour cela, c'est une harmonisation des règles à l'échelle européenne. C'est sortir de Dublin. Mais Dublin, c'est une catastrophe humaine, c'est une catastrophe politique. Ça crée l'impression du chaos. Ça fait dormir les gens dans la rue. Ça les ballotte de pays en pays. Pour faire quoi? Pour avoir un système unifié d'asile à l'échelle européenne, un régime commun, que en fait les règles ne soient pas différentes entre la Suède et la France et la Grèce, parce qu'en fait ce qu'on crée, c'est Kafka. Mais il y a des pays qui veulent pas accueillir ces migrants, Raphaël Glucksmann. Mais il y a des pays qui ne veulent pas accueillir ces migrants. Mais les migrants, ils viennent en Europe. Et donc, ça doit être un effort commun européen. Et ces pays reçoivent des aides de l'Union européenne. Et justement, ce qu'on a raté là à cause de notre faiblesse face à Viktor Orban et les pays dont vous parlez, eh bien, c'est la création, enfin, d'un système européen où les règles soient les mêmes partout. Et est-ce que c'est que de la faiblesse ou c'est aussi les opinions? Adeline Percept a une question à vous poser, Raphaël Glucksmann, justement, sur cette explication aussi de cette politique. Parce qu'en fait, c'est la question centrale. C'est à la fois une catastrophe humaine et une catastrophe politique qu'on gère parce qu'on n'a pas réussi à uniformiser nos règles. Et donc on n'y est pas, selon vous, avec ce pacte asile-immigration? Mais on n'y est pas, et dans 3 ans, on aura le même débat. Je vous donne rendez-vous dans 3 ans, on constatera le même chaos, et donc il y aura à nouveau un débat. Je voulais vous poser quand même une question sur l'extrême droite, qui est très forte, à la fois ici dans les sondages, mais aussi en Flandre, où le Vlaams Belang est à presque 30% des intentions de vote. J'imagine que vous vous sentez, par définition, très éloigné de ces électeurs. Est-ce que vous essayez de comprendre leur vote? Est-ce que vous essayez de les ramener dans le giron de la social-démocratie, et comment? D'abord, je tiens à préciser quand même, parce que là, il y a eu un nouveau scandale. Ce n'est pas anodin, le vote d'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, les partis d'extrême droite partout en Europe travaillent pour la tyrannie étrangère qui déclenche une guerre contre nos démocraties. D'accord? Ce sont des patriotes de pacotille. Et cela, il faut le dire, ce n'est pas un jugement moral, c'est une question politique et c'est un fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut répondre aux angoisses qui sont parfaitement, par contre, légitimes. Quand on a le sentiment qu'en fait, on ne contrôle plus rien, que finalement notre destin ne nous appartient plus. Quand on a une politique commerciale européenne qui a conduit à la désindustrialisation, au laminage des tissus industriels dans des régions européennes, eh bien on a ensuite une colère qui s'exprime et l'idée que l'extrême droite permettrait de reprendre le contrôle. Il faut s'adresser à cela en corrigeant les politiques qui ont été menées. Moi, au cœur de mon projet, il y a la réindustrialisation du continent européen, il y a la mise en place d'un protectionnisme européen, il y a l'idée que l'Union européenne doit devenir protectrice, qu'elle doit être un ensemble qui protège ses productions, qui protège ses ouvriers. Et cela, ce sera une réponse durable au Rassemblement national. Ce qui a fait le succès de Donald Trump aux États-Unis, c'est la même chose que ce qui fait le succès de l'extrême droite ici. C'est ces friches industrielles, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on ne contrôle plus rien et que tout d'un coup vous avez des leaders qui disent avec nous on va le faire. Mais le problème c'est que le Rassemblement national, comme tous ses collègues d'extrême droite, ils ont voté contre tout ce qui nous permet de reprendre la main à l'échelle européenne, contre tout ce qui nous permet d'avoir une défense européenne, contre tout ce qui nous permet d'avoir les outils pour créer une politique industrielle européenne. Et que finalement, c'est seulement par le renforcement de l'Europe qu'on pourra se protéger, qu'on pourra protéger nos citoyennes et nos citoyens, qu'on pourra protéger nos producteurs. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Merci beaucoup, surtout, Adeline Percept de la RTBF d'avoir posé des questions. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info. Mathilde Romagnan, il est 9h16. Depuis 2 ans, nous n'avons pas été au rendez-vous pour équiper militairement la résistance ukrainienne. C'est ce qu'a dit ce matin sur France Info Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes. Nous n'avons pas réussi à mettre nos industries en ordre de marche pour livrer des armes à temps, a-t-il déploré. L'Ukraine qui dit ce matin avoir abattu 84 missiles et drones russes lancés pendant la nuit lors d'une attaque d'une très grande ampleur. L'inflation ralentit au mois de mars. Elle est à plus 2,3% en France sur un an selon l'INSEE. L'Institut parle d'un ralentissement de la hausse des prix de l'alimentation, des services, du tabac,
de l'énergie et des produits manufacturés. Un week-end de Pâques chargé sur les routes. La journée est classée orange par bison futé sur tout le territoire dans le sens des départs. Rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le derby du Nord ce soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 de football. Lille reçoit Lens à 21h. Deux équipes en lutte pour les places européennes. Le LOSC est 4e au classement. Les 100 et or sont 6e. France Info. Demain l'Europe. Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours en plateau avec Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste Place Publique pour les européennes. Vous êtes en tête des sondages à gauche autour de 11%, quand Marie Toussaint pour les écologistes plafonne autour de 7%. Vous qui avez rallié José Bové, ancienne figure de LV, mais aussi Daniel Cohn-Bendit, est-ce que vous appelez la liste écologiste à se retirer dans une logique de rassemblement ? Pas à se retirer. Moi, j'ai toujours dit que j'étais plus couvert à l'idée qu'on travaille ensemble. J'ai toujours dit depuis le début qu'en fait, ce qui doit nous dicter notre stratégie politique, c'est le fond. Et qu'on avait des divergences de fond tellement énormes sur la question européenne, sur la question de la guerre, sur la question du rapport au régime autoritaire, avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ou même le Parti communiste français, qu'on ne pouvait pas aller ensemble. Mais que par contre, avec les écologistes, eh bien, on a des projets, même s'il y a des nuances, même s'il y a des différences sur le lithium, sur la question de l'énergie, eh bien, des divergences qui ne sont pas insurmontables. Mais par contre, il y a une stratégie qui a été décidée par les écologistes. Moi, je ne vais pas faire ce qu'on appelle le forceur. Et donc, voilà, on continue notre campagne. Il y a une dynamique qui se crée. Pour l'instant, c'est encore fragile. On est au début. C'est encore fragile, mais si ça se confirme dans les sondages, est-ce que vous pourriez reprendre le lead de la recomposition de la gauche, le lead d'une nouvelle social-démocratie ? Je suis quelqu'un d'extrêmement ennuyeux, limité intellectuellement. Donc, mon horizon, là, pour l'instant, c'est le 9 juin. Je veux que cette dynamique se concrétise. Je veux qu'on parle d'Europe, parce qu'en fait, c'est l'élection européenne la plus importante de l'histoire, que notre continent est en guerre, qui va se retrouver seul si Donald Trump est président des États-Unis, et qu'on doit faire face à l'immense projet de la transformation écologique seul. Et donc, je veux qu'on parle d'Europe, et je veux que cette dynamique se matérialise. Vous voulez pas dire si vous pourriez travailler avec les Insoumis, par exemple. Je veux que cette dynamique se matérialise. Et en plus, cette élection nous permettra de trancher le rapport de la gauche à la question européenne, de trancher le rapport de la gauche à la question de la guerre en Ukraine, à la question des régimes autoritaires. Ça veut dire que ça viendrait disqualifier, par exemple, typiquement, la position de LFI mais moi, je suis convaincu sur l'Europe, sur une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche et au-delà, en France, eh bien, sont sur la ligne que nous portons sur les questions européennes, sur l'Ukraine, et que finalement, parmi les électrices et les électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, une grande partie a voté malgré les positions exprimées sur l'Europe ou sur l'Ukraine ou sur la Chine, et pas en raison de ces positions. Et que là, finalement, ce qu'on dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous scinder au moment de l'élection. Si vous êtes viscéralement attaché à la solidarité sociale, à la transformation écologique et au projet européen et à la démocratie, eh bien vous pouvez voter en accord avec vous-même. C'est non seulement un vote efficace parce que nous serons la principale force de gauche du Parlement européen et que nous devons gagner ces élections à l'échelle européenne, parce que avoir Jacques Delors ou Barroso à la tête de la Commission, ce n'est pas la même chose, parce que avoir l'esprit de la CFDT à la tête de la Commission, vous voyez comme le nouveau Delors, ce n'est pas la même chose, mais c'est pas simplement un vote efficace, c'est un vote heureux en réalité. C'est un vote où on vote en accord avec l'ensemble des principes qui constituent son identité politique. Et moi, je veux finalement qu'on fasse une campagne où on est enthousiaste et heureux parce qu'on sacrifie rien de nous-mêmes quand on va dans les meetings, et je le vois ça, je vois les gens qui sont contents, je vois les gens qui ont envie d'y aller, et je les vois partout, à Tournefeuille, à Nancy, vous parlez de bonheur, mais il y a aussi beaucoup de noms d'oiseaux et de critiques qui circulent. Un exemple, vous parlez de divergence, la situation à Gaza, le 17 mars sur France 3, Jean-Luc Mélenchon vous a accusé de vous défiler en refusant de qualifier de génocide la situation là-bas. Il déshumanise les Palestiniens, il couvre le crime, a dénoncé le chef des Insoumis. Vous couvrez le crime, comme dit Jean-Luc Mélenchon ? Mais moi, je n'ai pas bégayé pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste le 7 octobre et les jours qui suivaient. Mais je n'ai pas bégayé non plus pour condamner sans phare les crimes commis par Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite à Gaza. Et qui, au Parlement européen, au sein du groupe social-démocrate, a poussé, c'est moi, pour qu'il y ait les sanctions sur les colons extrémistes, pour qu'il y ait même la suspension de l'accord d'association avec Israël. Mais alors pourquoi ils vous lâchent pas, les Insoumis ? Pourquoi tous les jours ils vous reprochent vos positions sur Gaza ?
Mais moi, j'ai toujours eu des positions extrêmement claires et j'essaye de tenir une ligne qui est fondée sur la justice. Donc oui, il y aura toujours des critiques et je sais pourquoi ils nous critiquent. C'est précisément parce que nous sommes en dynamique et que ça les inquiète sans doute. Mais la rupture, elle est définitive là ou pas, Raphaël Glucksmann? Après des critiques aussi graves quand même, vous pouvez vous réconcilier avec eux? Elles sont franchement insupportables parce que je fais exactement l'inverse de la déshumanisation. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour que les pressions exercées sur le gouvernement israélien soit bien plus forte, pour que finalement on puisse avoir des sanctions portées par l'Union européenne contre cette extrême droite israélienne qui est en train vraiment de vous répondez pas à la question. Donc la question. Vous répondez pas. Est-ce que la rupture est définitive avec les insoumis? Vous m'avez interpellé. On connaît votre position et on l'a entendu. La Cour internationale de justice vient d'enjoindre Israël à agir parce qu'en fait la famine c'est plus une menace, c'est un fait. Mais la question sur les insoumis. Et la question sur les insoumis, je vois leurs critiques, mais la rupture avec Jean-Luc Mélenchon sur le fond, elle est consommée là. Simplement, il faudra une union de la gauche après ces élections, mais ce ne sera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Et ces élections doivent permettre de trancher. Quand il y a des divergences de fond, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Il faut aller dans la clarté face aux électrices et aux électeurs et laisser la démocratie trancher. Et vous allez voir que la ligne humaniste, pro-européenne que nous incarnons est majoritaire au sein de la gauche française. C'est ça qu'on va montrer là. Mais surtout, moi, je veux pas me laisser enfermer dans cette élection sur un débat à l'intérieur de la gauche. Parce qu'en fait, il y a un débat à trois à avoir avec la liste représentant Emmanuel Macron et avec la liste d'extrême droite. Les stratèges de l'Élysée, c'est hyper important, je suis désolé. Les stratèges de l'Élysée ont prévu une chose, la répétition à l'infini du duel entre Macron et l'extrême droite. Et nous sommes là pour troubler ce jeu, pour renverser la table, pour mettre en échec ce plan. Bon, et nous allons montrer qu'il y a une alternative. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, je donne la parole. Nous traçons notre route et nous poursuivons notre chemin. Et nous, on poursuit cette émission. Renaud Dely est à côté de moi. Bonjour, il vous a écouté. Bonjour, je vous ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Je constate d'ailleurs que voilà, vous êtes devenu un vrai responsable politique puisqu'on ne peut plus vous interrompre pour vous poser des questions. C'est bien la preuve qu'en 5 ans, vous avez appris à faire de la politique. Je voudrais revenir plus précisément sur 3 thèmes notamment que vous avez abordés donc en quelques minutes. On n'a pas beaucoup de temps au cours de cette interview. D'abord la question justement de l'immigration, la question du pacte asile et migration. Vous avez très clairement annoncé que vous allez voter contre ce paquet global parce que vous le jugez trop répressif d'une part et surtout parce qu'il n'impose pas cette politique de solidarité à l'échelle de l'Union européenne. Voilà, donc ça veut dire que vous souhaiteriez que l'Europe puisse très concrètement imposer à la France d'accueillir davantage de migrants. Je souhaite qu'il y ait une solidarité européenne. Mais c'est pas simplement la répartition l'enjeu. J'ai parlé aussi d'harmonisation des règles. Je souhaite qu'il y ait les mêmes règles partout en Europe parce qu'en fait, il faut sortir de ce système dit de Dublin qui crée le chaos et l'absence de maîtrise. Pour bien comprendre, donc justement, ce pacte de solidarité, pour ce qui est de la répartition, ça aboutit au fait que vous souhaitez que la France puisse se voir imposer d'accueillir davantage de migrants à l'issue de l'adoption avec un pacte. C'est pas imposer davantage de migrants, c'est participer à l'effort collectif. Oui, des sociétés européennes. Dans le cadre de cette politique de solidarité, c'est la même chose. Mais c'est-à-dire, en fait, ça visera surtout les pays qui aujourd'hui ne font rien. Je vous signale. Ça visera surtout la Hongrie, ça visera surtout la Pologne. La France aujourd'hui, à vos yeux, elle fait assez en matière d'accueil de migrants ? La France aujourd'hui, elle est dans une situation qui est à peu près la situation médiane en Europe. Et quand il y a une grande crise migratoire, par contre, la France fait extrêmement peu. La vérité, c'est que sur la question de la crise syrienne, qui sont des moments très particuliers, c'est pas les flux continus. Il y a 2 moments très particuliers qui sont arrivés. C'est d'abord la crise des réfugiés syriens, au moment de Angela Merkel en Allemagne, et c'est la crise liée à l'Ukraine et l'accueil des réfugiés aujourd'hui. Sur ces deux sujets, la France n'a pas été au rendez-vous de la solidarité européenne, il faut le dire. Aujourd'hui, la France devrait-elle faire davantage en matière d'accueil ? Et vous avez par exemple la France qui accueille beaucoup moins de réfugiés ukrainiens que des pays qui ont pourtant des capacités budgétaires bien moindres. Là, donc je n'évoquais pas simplement l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais effectivement vous évoquiez les migrants qui se noient en Méditerranée. La France devrait-elle faire davantage ? La question est simple. La question est simple et la réponse est oui. Parce qu'en fait, il faut soulager l'Italie par exemple. Et juste, ça me permet de souligner une chose. Quand les gens réfléchissent à l'extrême droite comme solution à la question migratoire, il faut savoir une chose, si l'extrême droite gagne le pouvoir en Italie et en France en même temps, ce à quoi nous assisterons, c'est un conflit majeur entre l'Italie et la France.
puisque l'Italie réclame la solidarité européenne. Un autre sujet, une question sur votre soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous l'avez dit très clairement tout au long de cette campagne. Vous avez dit si vous votez pour nous, nous soutiendrons l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et si vous êtes, je vous cite, farouchement hostile à l'adhésion de l'Ukraine, je vous propose de voter pour la liste du Rassemblement national. Je peux vous dire une chose directement. Est-ce que vous invitez donc les agriculteurs français à voter pour Jordan Bardella ? Est-ce que je peux vous dire une chose très simplement. Vous avez dit que j'étais devenu un vrai politique. Bon, il y a une chose qui me distinguera toujours de la plupart des politiques, c'est que quand je dis une connerie, je le reconnais. Et donc, si vous voulez vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine, ne votez pas pour nous, parce que nous allons défendre l'adhésion de l'Ukraine, et je rappelle que c'est après des changements en Ukraine et des changements en Europe que ça aura lieu, mais vous pouvez voter pour beaucoup d'autres listes, qui sont opposées à cela. Et je pense que c'est la vertu du débat démocratique, non pas de dire des âneries comme je l'ai fait à ce moment-là, mais de dire clairement... Ce que vous avez dit. Voilà, vous avez reconnu une connerie. Vous avez le droit à l'erreur aussi. Voilà, c'est fait. J'étais en fin de réunion, en fin de rendez-vous sur une chaîne de Radio France. Et effectivement, c'est un propos que je regrette. Toute dernière question sur un autre sujet que vous avez abordé à l'instant avec Agathe Lambray, cette question des relations avec les Insoumis, plus particulièrement votre désaccord sur Gaza, en particulier, en tout cas les reproches que vous font les Insoumis sur vos positions. Vous avez répondu à l'instant. Très précisément, il y a une de vos colistières, Emma Rafovitz, qui est présente sur votre liste, qui est présidente du mouvement des jeunes socialistes et qui a été victime d'un déferlement de haine, d'injures, d'insultes antisémites sous prétexte que son oncle est porte-parole de l'armée israélienne alors qu'elle-même réclame un cessez-le-feu, qu'elle est pour la solution à 2 États. Elle a très clairement... Et qu'elle dénonce le gouvernement israélien. Et elle dénonce le gouvernement israélien. Elle a très clairement dénoncé, dans une longue interview la semaine dernière, les Insoumis, qui sont selon elle à l'origine de cette campagne antisémite dont elle est victime. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a répondu que c'était faux, que les Insoumis n'y étaient pour rien, et il a dénoncé une campagne de dénigrement. Qui a raison ? C'est Emma Rafovitz qui a raison, et ma solidarité est totale, pleine, entière face au déferlement de haine qu'elle subit, que je subis, que d'autres subissent. Et il faut vraiment être clair. Je veux dire, les messages qui sont reçus, c'est des insultes à caractère antisémite indéniables. Et il y a une stratégie qui est de, finalement, attaquer, cibler Emma Rafovitz. Et ils viennent des Insoumis. Et Emma Rafovitz. Et il faut impérativement mettre le holà, le stop, et dire... Toutes les divergences sont parfaitement légitimes, mais là, c'est pas des divergences de fond, c'est une attaque ad hominem, c'est une attaque... un procès par association, et c'est finalement une essentialisation antisémite qui a lieu. Et Emma Rafovitz, elle a des positions extrêmement claires, et je la soutiens, je la défends, et je m'opposerai toujours à ce déferlement de haine. On a entendu. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste et Place Publique pour les européennes. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission. Je remercie mes confrères, Renaud Dely évidemment, Adeline Perset, Magnus Falkehed, merci beaucoup. Et Agathe, on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle interview. L'info continue sur France Info.